Merci d'être avec nous. C'est un moment important, un témoignage crucial. Il s'appelle Louis Saillant. On dit bien Louis Saillant ? On dit bien Louis Saillant. Voilà, merci d'être avec nous. Vous êtes officier des forces spéciales de l'armée française. Vous avez écrit ce livre qui s'appelle Chef de guerre aux éditions Mareuil Éditions. Oui, et vous racontez ce que vous avez vu sur le terrain. Pourquoi, d'ailleurs, vous avez voulu... vécu, bien sûr. Pourquoi vous avez voulu le faire témoigner à travers ce livre ? Alors que je rappelle, vous êtes toujours au sein des forces spéciales, mais vous allez quitter dans quelques mois, c'est ça ? C'est ça, exactement, oui, je quitte cet été. En fait, c'est un processus qui est un peu anecdotique. Il se trouve que j'ai fait des recherches sur les grands-parents de mon épouse qui étaient militaires. Moi, je viens pas d'une famille de militaires, c'était les rares militaires qu'on avait dans la famille. Donc on a fait des recherches et je suis tombé sur des impasses à chaque fois. Et donc ça m'a un petit peu déçu. Et face à cette déception-là, de ne pas pouvoir retrouver, ne serait-ce que le grand-père de mon épouse avait fait, ça m'a laissé un peu contrit. Donc mon épouse a dit, écoute, toi, ce que tu as fait, il faut que tu le transmettes. Il faut que tu laisses une trace. Parce que tout ce qu'on fait, c'est généralement, ça reste de la tradition orale. Oui, mais Louis Saillant, ce n'est pas qu'une trace familiale. Parce que je trouve qu'il y a un autre message à travers votre livre. Il y a un engagement. Il y a un engagement. Et puis, il y a surtout une alerte sur ce qui est en train de se passer sur le terrain. Parce que vous êtes allé sur le terrain des combats contre l'islamisme radical, quoi. Bien sûr, que ce soit en Afghanistan, au Sahel, bien sûr, dans tous ces lieux, tous ces pays. Et vous voulez alerter, j'ai l'impression, à travers ce livre, quoi. Non ? Oui, exactement. Alors, je profite effectivement de ce récit pour alerter les gens sur la dangerosité et la proximité de cette menace que l'on peut penser extrêmement lointaine, mais qui, je pense, aujourd'hui est extrêmement diffuse. Et on peut s'y retrouver confronté très vite dès qu'on a un petit cousin qui est un peu perdu dans sa vie, qui sait pas ce qu'il veut faire, qui a pas un encadrement très solide. Eh bien, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont prêts à prédater ce cousin-là. Donc, pour l'envoyer en Syrie, en Irak, etc. Mais c'est ce qu'on a vu en 2015, avec tous les départs en Syrie, tous les djihadistes qui sont partis. C'est des gens qui partaient pour suivre un idéal. Ils partent pour suivre un idéal parce qu'on n'a plus rien à leur offrir ici, ou tout du moins, ils ne l'ont pas trouvé ici. Ce que vous dites, c'est que effectivement, avant, il y avait des terrains de guerre. Aujourd'hui, la guerre, elle est à la proximité de chacun de nous, imminente. Elle est en groupe ou seule. Et donc, à un moment donné, il faut qu'on arrive. Comment on peut travailler ? Comment on peut faire pour arriver à endiguer tout ça ? Alors là, c'est une longue question. Ouais, c'est une longue question. Je ne suis pas sûr qu'on ait le temps d'élaborer ici, mais c'est une question sur laquelle je me penche avec une petite équipe. Là, on réfléchit à ça de manière très... Voilà, on y passe beaucoup de temps et on est en train de monter un grand projet. On va voir où ça nous mène, mais pour l'instant, c'est sous le boisseau. Mais voilà, après, moi, je voulais surtout témoigner, donner un témoignage de ce que font aussi les armées là-bas, donc de manière plus concrète, parce que c'est l'essentiel du livre. Bien sûr, ce sont des combats, c'est le quotidien. Oui, du quotidien, où vous racontez, vous avez vu des camarades, à un moment donné, vous devez rentrer en France, je pense, c'est ça. Enfin, vous dites que vous partez, vous les saluez, vous leur dites attention, sois prudent, parce qu'il y a des opérations et ils vont y laisser leur vie, quoi. Oui, c'est Cédric, on peut citer de Pierre Pont et Alain Berton de Chélis. Exactement, on s'est croisés sur le tarmac et je pensais pas que c'était la dernière fois que je les voyais, donc ça m'a fait quelque chose. Ouais. Ce qui en dit long sur justement les soldats français, l'engagement et au péril de leur vie, de finalement, comment expliquer ça ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez cet engagement, vous savez que vous allez aller sur des terrains de guerre, mais est-ce que ça veut dire que sur place, vous êtes suffisamment protégé ? Est-ce que on se charge suffisamment de votre protection ? Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes soutenu par le ministère, votre ministère ? Vous, c'est le ministère des Armées, mais est-ce que vous vous sentez soutenu ? Oui, on se sent très bien soutenu. Pour moi, il n'y a pas de question de savoir si le dispositif est bien fait. Il est très bien fait. Ce qu'on fait là-bas, on le fait du mieux qu'on peut et tout le monde y met tout son cœur. Donc c'est un dispositif qui marche très bien et moi je suis extrêmement fier du travail qu'on fait là-bas. On fait un travail qui est extraordinaire et d'ailleurs que beaucoup de pays nous envient. Nos soldats ressortent de ces théâtres avec une expertise qui est extrêmement rare. Oui, parce qu'au moment où il y a un débat sur est-ce que ça sert à quelque chose d'être toujours au Mali, au Sahel, nous simplement de ces opérations, est-ce qu'il ne faut pas rentrer, est-ce qu'on n'est pas un petit peu seul ? Vous dites, vous êtes passé là-bas, que c'est indispensable et que c'est utile. Alors, c'est pas uniquement ce que je dis. C'est-à-dire que je dis effectivement... Non, mais je vous pose la question. Oui, parce que je comprends. En fait, je pense qu'il faut préciser que
je pense que le combat est légitime et nécessaire. C'est-à-dire qu'on combat une idéologie qui est mortifère. C'est vraiment une idéologie mortifère. Ce sont des gens qui ont des mœurs qui sont absolument barbares. Maintenant, cela étant dit, la question qu'il faut se poser est de savoir si le combat suffit. Y a-t-il des combats... Combat militaire, quoi, là. Hein. Le combat est nécessairement militaire. Non, mais il y a combat idéologique, quoi, aussi. Exactement. Et ça, c'est un petit peu l'autre pan que l'on n'aborde pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait des guerres qui ressemblent beaucoup aux guerres américaines, des guerres de containment. C'est-à-dire qu'on envoie un déploiement et on va faire la guerre, on va faire la sécurité. Une fois que c'est sécurisé, on s'en va. Est-ce que ça a déjà fonctionné dans l'histoire de l'humanité? En fait, c'est la question que je me pose. On a des conflits relativement récents, on a l'Algérie, l'Afghanistan, l'Indochine. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est intéressant de se plonger là-dedans. Et là, je trouve que c'est là où le bas blesse, puisque des archives, on a même des témoignages vivants. On a des gens qui peuvent nous raconter comment ils ont fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. En fait, c'est un travail de fond que vous dites qu'il faut refaire. Mais depuis quand est-ce qu'on va à la guerre le cœur léger? Depuis quand on va à la guerre avec une vision tout à fait légère et idéaliste? On va à la guerre en ayant une vraie vision tactique, avec une profondeur de réflexion. On n'y va pas comme ça, la fleur au fusil. Oui, et vous avez l'impression que on vous envoie un petit peu la fleur au fusil, c'est-à-dire pour aller mener des batailles un petit peu, mais que derrière, ça servira à quoi ces batailles? C'est ce que ça. Vous dites, alors, on ne nous envoie pas la fleur au fusil, mais disons que la façon dont les décisions sont prises, on ne sait pas s'il y a une vision lointaine. En fait, c'est quoi la vision lointaine? Moi, quand je prépare une mission avec mes hommes, en fait, il y a un cadre espace-temps qui est bien défini. C'est-à-dire que je vais donner un cadre physique, on va agir dans cet endroit et on va agir pour tel délai. C'est-à-dire qu'on va dire, on dépassera à tel délai s'il le faut, mais ça ira jusque-là pour telle et telle raison. Là, dans le cadre actuel, et d'une manière plus macroscopique, si on regarde le conflit, qui est capable de nous dire quand est-ce qu'on gagne? Parce que si on ne part pas sur un conflit pour gagner, en fait, c'est quoi l'intérêt de mener le conflit? Et c'est la raison pour laquelle vous vous posez beaucoup de questions et que vous allez probablement quitter, l'armée dans quelques mois. Allez, on continue d'en parler. 0826 300 est à seulement 5 €. Le meilleur marché, c'est Grand Frais. Soit 1,67 € le paquet de 1 kg. Magasin participant sur grandfrais.com. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h35, merci d'être avec nous. Louis Saillant est avec nous, commando marine, chef de guerre au cœur des opérations spéciales avec un commandant marine aux éditions Mareuil Éditions. Vos appels 0826 300 300 et c'est Christiane qui nous appelle de Muret. Bonjour Christiane. Bonjour Christiane. Bonjour toute l'équipe, merci de la participation au commandant. C'est un commandant, non? Commandant Saillant. Il est même au-delà de commandant. Au colonel ou peut-être général? Capitaine. Capitaine, c'est ça. Capitaine, dommage. Dommage, c'est bien déjà, c'est énorme. Non. Bon, en fait, c'est bien de faire participer, d'avoir participé à cette émission. Et il y a beaucoup de choses à dire. Je dirais que je pense que quand même, en tant qu'Européens, et nous aurions besoin d'alliés pour pouvoir être plus forts. Car quand même, la France, on sait bien que les militaires français sont... mon mari était militaire de carrière dans les missiles. Il avait fait les écoles militaires et donc on est d'une famille de militaires. Mon beau-père avait fait 39-45 et l'arrière-grand-père 14-18 dans les tranchées. Tout le monde en est revenu, mais bon, avec les croix de guerre et tout ça, mais ça n'a pas trop servi à grand-chose. Et maintenant, nous sommes confrontés à ça, mais je pense que quand même, il faudrait qu'il y ait une union européenne pour qu'on puisse travailler un peu plus ensemble, car on est un peu seul, je dirais. Oui, notamment dans les opérations telles que celles du Sahel, ce qu'on évoquait à l'instant. Alors, Louis Saillant. On est un petit peu seul, il y a des opérations qui se montent avec d'autres pays de l'Union européenne, mais lesquels je ne sais pas lesquels, colonel ou capitaine, je ne sais pas lesquels. Parce que, capitaine. Il y a des pays qui participent notamment avec l'opération Takuba en ce moment. Néanmoins, effectivement, la France reste le principal payeur dans cette histoire. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir d'autres personnes? Écoutez, moi je vais pas polémiquer là-dessus. Je vais simplement vous dire une chose, et je vais vous dire ma conviction profonde, c'est que je crois dans les relations bipartites. Je ne crois pas dans les relations multipartites. Pourquoi? Parce que c'est trop compliqué, les chaînes de commandement, c'est ça? Non, parce que dans les relations bipartites, en fait, vous pouvez négocier, vous pouvez être fort, vous pouvez en avoir un appui fort. Dans les relations multipartites, vous êtes systématiquement perdant.
Oui, d'accord. Les trop forces d'intervenants. françaises, c'est ça, les forces françaises seraient noyées, par Je exemple. sais pas. Alors, je vais pas parler des forces françaises et je vais pas m'étendre au-delà. Non, mais non, en tout non, cas, non. Oui, je il y a des pense que secrets. non, mais quand on aborde la question d'avoir des alliés, je suis d'accord, mais il faut que ces relations, pour moi, avec les alliés soient bipartites. C'est-à-dire que quand on est autour d'une table et qu'on est 30 autour d'une table à décider, en fait, il n'y a rien qui se décide. Ouais. Ouais. Non, mais il Pour peut y une avoir vraie un commandement. stratégie, c'est Il peut y avoir un Il pourrait y avoir commandement. un commandement, mais quelle légitimité pour ce commandement-là? Ouais. Surtout s'il tourne tous les... Ouais. X temps. Christiane, qu'est-ce que vous pensez de la réflexion Moi, de je vais Louis dire quelque chose, on ne sera jamais 30. De toute manière, il y a une majorité de pays qui ne participeront pas d'abord financièrement. Et les plus grands pays de l'Europe, c'est l'Allemagne. Et l'Allemagne se tire toujours la couverture de son côté. Ah bah, non, Elle mais est en même temps, toujours- on lui avait mis des contraintes à l'Allemagne après la guerre voilà. aussi. Donc, oui. Alors, en agissant de cette façon-là, je ne vois pas comment on puisse développer, aller en avant pour pouvoir justement se prévenir de toutes ces importants effets de l'étranger, quoi. Ouais, non, mais ça, c'est vrai, effectivement, cette Oui, union. parce qu'on saura que 4 ou 5 pays, à condition que nous le voulions bien, parce que ça a quand même un coût. Il faut avoir du matériel, de l'armement, et ça a un coût. Si c'est pour aller là-bas, pour faire le beau pendant 2-3 ans, et revenir sans rien, et puis recommencer dans 3 ou 4 années, c'est ce qu'on voit d'ailleurs. La France seule ne peut pas lutter. Alors, Non. il y a les Américains, hein, bien sûr, Oui, aussi de leur d'accord. côté, Voilà. qui À luttent aussi condition- contre le terrorisme. Ou alors les Russes. C'est un bon vouloir de chaque nation. À présent, si on se tire toujours le drap du côté, parce que c'est politique derrière, c'est des échanges. Parce qu'ils vont pas en guerre pour rien du tout. Hein. Ouais. Louis Saillant, ça vous avez connu sur le terrain des commandements. Vous avez travaillé avec les Américains, notamment. C'est difficile justement de travailler ensemble comme ça Non, sur pas le du terrain tout. plusieurs. Non. Pas du tout, on est copains comme cochons. Ouais. Ça Avec se passe- les Américains. Avec là. les Américains, ça Sur se passe place. vraiment très bien. Ouais. Maintenant, on n'a pas la même vision des choses. Ouais. Ça, c'est sûr, on n'est pas de la même civilisation. Et bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Oui. On fait avec. Mais néanmoins, ce sont des alliés très forts qui nous apportent énormément sur le théâtre. Est-ce que ça veut dire que vous vous auto-protégez sur place? Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par Entre vous, autoprotéger est-ce que vous donnez des informations? Est-ce que vous êtes sur les mêmes terrains? Il y a inévitablement dans la guerre des notions de souveraineté qui sont très fortes. Donc ce qui prime avant tout, c'est l'intérêt commun, le bien commun et l'intérêt supérieur de la nation. Ouais. Donc du coup, à partir de ça, vous pouvez pas tout partager, bien sûr. Donc il y a toujours un espace de partage et à la marge, il y a des choses. Il faut faire aussi avec les pouvoirs locaux, les forces locales. Ça, vous le racontez. Racontez-nous cette histoire quand même qui se passe donc justement dans une terre étrangère, où il y a un attentat. Qui est comme... Vous êtes dans un resto et il y a un attentat et on vous prévient et vous devez intervenir. C'est ça, et donc c'est le branle-bas général. Donc nous on part s'équiper et puis on part sur. C'était une ambassade et on nous explique qu'en ville il y a une tuerie en cours. Et en fait, nous, on est prêts, donc on a monté le plan, on est équipé, on est prêt et on attend juste le verre des autorités locales qui refusent de nous laisser intervenir alors que nous pouvons apporter tellement à la situation. On peut apporter une expertise, un savoir-faire, des moyens techniques, du soutien médical, on peut apporter plein de choses. Et le problème, c'est qu'il refuse. Alors maintenant, je comprends parfaitement qu'on veuille ne pas vouloir faire d'ingérence dans son propre pays. Hein. C'est mais vous étiez prêt. Vous étiez prêt à intervenir. Les starting blocks. Les starting blocks, vous aviez tout lâché dans un resto où vous étiez juste avant pour intervenir. Et il y a même des SMS. Oui, il y a un Français qui est planqué dans les toilettes et qui envoie des SMS. C'est ça. Et donc du coup, c'est une situation qui est très difficile à vivre. Alors moi, que j'ai vécu très difficilement. Et aujourd'hui, je regrette mes actions, clairement. Et je pense que ce qui prime avant tout, c'est quand même la survie humaine. Quand vous dites la survie le sauvetage des vies humaines, quoi qu'il en coûte, quelle que soit la nationalité, quelle que soit l'idée, c'est quand même pour moi, c'est le métier du militaire d'épargner le sang. C'est quand même le métier du militaire. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est le cœur de son métier. Mais vous regrettez quoi de ne pas avoir outrepassé justement la décision du local? Il y a un livre qui s'appelle Treasure, écrit par des Américains, lorsqu'ils ont sauvé un ambassadeur américain à Benghazi. Il y avait 2 emprises américaines sur Benghazi,
Et ils ont décidé, contre les ordres du chef de la CIA locale, d'aller sauver l'ambassadeur et donc de traverser tout Benghazi pour rallier un camp à l'autre. Et ça en autonomie complète, c'est-à-dire sans appui. Ils n'avaient pas d'hélico, pas de drone, rien. Et ils y sont juste allés avec leurs deux mains et leur cœur. Et je trouve que cette histoire est assez édifiante, mais révèle aussi, je trouve, l'importance d'obéir à sa conscience dans ces cas-là. Ouais. Est-ce que vous avez eu aussi des états d'âme, Louis Saillant, quand vous êtes sur le terrain avec des familles, etc. Parce que bien souvent, quand il y a on parle souvent, le terme est terrible, barbare, victime collatérale d'un conflit et des innocents qui peuvent être victimes touchés, de balles perdues, mais aussi de rafles, de tirs de missiles. Vous avez des états d'âme, vous ? Bien sûr que j'ai des états d'âme. Je suis avant tout un homme, ça peut paraître un peu cliché, mais c'est la réalité. J'ai des états d'âme lorsque on capture des gars et qu'on laisse des familles sur place. Ouais, ce que vous racontez. J'ai des états d'âme lorsque j'abats des gens, lorsque mes hommes abattent des gens, lorsque on en fait prisonnier, bien sûr. C'est systématique. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas notre métier et qu'on ne le fait pas bien. Moi, je suis en paix avec moi-même parce que je sais que ce que j'ai fait, je l'ai bien fait et j'ai fait ça en conscience. Donc, j'ai pas de... Je dors très bien. Je n'ai pas de problème par rapport à ça. Vous dites que tout homme a droit à la vie et il vous est arrivé, forcément il y avait un djihadiste qui était blessé par terre et certains d'entre vous ont dit laissez-le, vous avez voulu absolument le soigner et enfin, en tout cas, en prendre plutôt soin. Et là, il y a un vrai truc de se dire, est-ce que c'est un djihadiste et on laisse parce que de toute façon, il voulait nous abattre, ou effectivement, est-ce que c'est une relation d'homme à homme, quoi qu'il arrive ? C'est une relation d'homme à homme, ça c'est sûr. Maintenant, ce qui est important de voir, c'est que c'est une situation ce sont des situations qui sont complexes. Ouais. C'est-à-dire que ces situations, on est au bout du monde, on est isolé de tout. Et on se retrouve à 30, avec quelques hélicos, à devoir gérer des situations de vie ou de mort. Et donc, si vous voulez, dans ce cadre-là, vous n'avez plus que vos deux mains et votre cerveau pour agir. Si on regarde effectivement avec une paille la situation, on se dit très bien, on a effectivement sauvé un. Alors moi, je pensais qu'il allait y passer, mais bon, on s'est dit qu'on allait quand même le soigner, un gars qu'on a blessé. On l'a sauvé et c'est tant mieux, je m'en réjouis. Néanmoins, il faut prendre en compte l'image plus large en voyant que lorsqu'on technique. C'est-à-dire qu'on apporte des soins à un gars comme ça, on consomme, nous, du matériel... Qui pourrait vous sauver, vous ? Qui pourrait sauver un de nos gars. Ouais. Donc, si vous voulez, là, ça s'est bien passé et j'en suis très heureux. Mais imaginez que la situation nous ait échappé à un moment et qu'on ait eu des blessés chez nous. Bien sûr. Et qu'on soit retourné vers moi en disant, en fait, on n'a plus de quoi soigner nos propres hommes. La situation a été bien différente. Donc, je pense qu'il faut faire attention avant de mettre des lauriers sur qui que ce soit dans ces situations-là. Ouais. Diane est avec nous au 0826 300 300. Bonjour Diane. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Bonjour Diane. Et bonjour au capitaine. Bonjour madame. C'est un plaisir de pouvoir parler avec vous. Voilà, je voudrais vous poser quand même deux questions. Tout à l'heure, je vous ai écouté sur le Mali. Vous disiez que sur le Mali, il fallait y rester parce que ça a apporté quand même pas mal de choses. Mais c'est pour qui ça apporte beaucoup de choses ? Pour vous, comme dans l'armée, c'est-à-dire que quand vous revenez, ça vous apporte de l'expérience et tout ça pour tous nos soldats, ou ça apporte là-bas quelque chose ? Parce que ça fait des années qu'on y est et on ne voit pas que ça évolue. Donc, à quoi réellement ça apporte de cette question-là ? Et puis, je voudrais vous poser une autre question. En France, avec tout ce qui se passe avant, on avait l'armée obligatoire. Ça a apporté dans toutes ces cités, tous ces jeunes qui ne savaient rien faire, qui ne savaient quoi faire de leur vie. L'armée leur apportait quand même la valeur de la France, du drapeau, de quelque chose de concret. Donc ça, on l'a éliminé. Maintenant, il n'y a que l'école. Il n'y a plus rien derrière. Est-ce que ça serait possible que vous, dans vos capacités de l'armée, dans la capacité de l'armée qu'il y a à montrer ce que la valeur de la France, de montrer pour tous ces délinquants, puisque la prison n'est pas adéquate à tous ces jeunes. Est-ce que là, pourquoi les envoyer en prison ? Est-ce que ça serait bien de monter des casernes exprès pour ces gens-là, pour que vous les formiez, pour que vous leur appreniez ce que c'est que les valeurs, ce que c'est que de se lever le matin et de lever un drapeau pour la France. Et je vous remercie de tout mon cœur de nous défendre, comme vous nous défendez aussi. Oui. C'est très aimable, voilà. Merci. Oui, Diane, donc il y a plusieurs questions. Mais occuper le terrain déjà. Ouais. Écoutez, je crois que cette auditrice a des questions très pertinentes. Ouais.
Première question, quant à aller au Mali. Alors, c'est une question que je comprends tout à fait, qui puisse être polémique. Maintenant, il faut savoir qui a déclenché le Mali. Est-ce que c'est nous ou est-ce que c'est le Mali ? Il me semble bien qu'en 2013, c'est bien le Mali qui appelait la France à l'aide, d'une part, parce que le Mali était débordé par la menace djihadiste en son sein. Donc, il faut bien rendre à César ce qui est à César. Nous avons répondu à un appel à l'aide, dans un premier temps. Et parce qu'il peut y avoir aussi des incidences et des conséquences sur notre territoire aussi de ce qui se passe là-bas. Ouais. Néanmoins, les faits sont là et ils nous ont appelés à l'aide. Ouais. Rappelez-vous, les gens qui scandaient des slogans en disant Hollande, on t'aime, bravo Hollande, etc. à l'entrée de Tombouctou, des forces françaises. Enfin voilà, c'est quelque chose quand même. Maintenant, effectivement, on a l'impression que il y a une forme d'enlisement dans le combat. Et ça revient un petit peu à ce que je disais plus tôt, c'est-à-dire que on se contente de faire le combat. Et il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire qu'on parle bien d'un pays du tiers-monde qui n'est pas capable de faire sa propre police, sa propre sécurité, qui ne tient pas ses frontières. C'est nous qui tenons leurs frontières actuellement. Donc si nous ne le faisons pas, le pays va imploser, tout simplement. Mais néanmoins, je suis d'accord avec cette auditrice, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce pays, on voit un niveau d'éducation qui augmente, un niveau sanitaire qui augmente, que les gens deviennent autonomes et qu'ils puissent eux-mêmes gérer leur propre pays. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il est sous tutelle, en fait, plus ou moins. Je ne sais pas s'il faut dire ça, mais en tout cas, moi, il me semble qu'on ne fait pas assez en se contentant de faire. Et alors la deuxième question. Et alors la deuxième question, c'est après ici sur notre territoire. Alors, comment intervenir auprès aussi des jeunes, parce que il y a une guerre qui menace à l'intérieur même de notre territoire, ce que dénoncent certains. Et puis il y a aussi l'armée qui peut être un recours ou pas. D'ailleurs aussi pour former des jeunes qui sont en perdition dans les quartiers. Je trouve ça tout à fait fascinant que l'on se tourne vers l'armée pour ça. Ce que ça signifie, c'est que l'armée est le dernier sanctuaire d'un certain ensemble de valeurs aujourd'hui dans la société. Elles ont déserté notre société. Sur tous les bâtiments de la marine. Donc les bâtiments en dur, mais aussi les bâtiments de combat, sur le Charles de Gaulle. Partout, vous avez marqué, avec des plaques de laiton qui sont régulièrement briquées, honneur, valeur, patrie, discipline. Ces valeurs-là, je le crains, sont complètement dévoyés dans la vie civile ou n'existent pas dans certaines zones de notre pays. Donc la question n'est pas de se dire on va s'appuyer sur le dernier sanctuaire, mais la question est de se dire pourquoi elle n'existe plus ailleurs. Et lorsque cette dame dit il faudrait leur apprendre à se lever le matin, etc., elle sait très bien au fond d'elle de qui c'est le rôle. Ce n'est pas le rôle de l'armée, tout le monde le sait. C'est le rôle des parents. C'est le rôle des familles. Alors maintenant, je ne suis pas en train de dire, je ne jette, je fais pas une passe à l'aile en disant c'est à vous, mais je dis bien, si les familles ne le font pas, pourquoi ? Est-ce que les familles ont un problème ? Est-ce qu'on a un problème avec nos familles en France ? Est-ce qu'on a un socle social qui est encore sain ? Et s'il n'est pas sain, comment est-ce qu'on fait pour l'assainir ? Et c'est là vous voudriez participer, on va terminer là-dessus, vous voudriez intervenir justement dans les établissements scolaires. Exactement, alors on a plusieurs projets, notamment intervenir dans les établissements scolaires. Donc ça c'est en cours, on a commencé, on a beaucoup de demandes et c'est tant mieux et je suis très flatté et on continuera ça. Maintenant, c'est pas le seul projet, on va commencer à faire du contenu internet, etc. Bon, on va vous suivre parce que vous êtes encore pour l'instant au sein de l'armée jusqu'à mi-juillet, c'est ça. Merci Louis Saillant, chef de guerre. Je vous conseille évidemment la lecture de ce livre parce qu'il y a énormément de choses à l'intérieur. Vous allez apprendre beaucoup de trucs. Oui, parce que c'est un témoignage venant du terrain et puis en même temps, comment on entre dans l'armée. C'est pas permis forcément. Non, c'est pas gagné. Si, dans l'armée, si. Mais là, c'est les commandos, c'est différent. Ça, les commandos, absolument. Il y a un petit c'est aux stage. éditions